Majestueux mais inhospitaliers, les déserts ont toujours fasciné l'humanité. Pourtant, nous les connaissons mal. Et bien qu'ils évoquent la solitude et les confins, il semblerait que l'empreinte de l'homme s'y fait chaque jour un peu plus importante. En Amérique du Sud, le désert d'Atacama est le désert le plus aride de la planète. En certains endroits, aucune goutte d'eau n'est tombée depuis 500 ans. Dans ces conditions extrêmes, la vie se limite au strict minimum et s'organise autour du peu d'eau disponible. Mais ce désert hostile se révèle formidablement riche en minerais et il attire aujourd'hui les hommes. L'industrie minière et les grandes villes de la côte ont accaparé les précieuses ressources en eau. Les petites communautés et les fragiles écosystèmes sont aujourd'hui les premiers touchés. Pour faire face à cette menace, des scientifiques se mobilisent. Comprendre l'eau, gérer la ressource, sauver les dernières oasis. Des plus petites formes de vie aux plus grosses industries, tout le monde se retrouve désormais à la poursuite de l'eau. Les étendues boisées de la forêt amazonienne sont souvent les premières images qui nous viennent à l'évocation de l'Amérique du Sud. Mais sur ce continent vert subsiste une tache couleur sable, coincée entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique. Le désert d'Atacama s'étale sur tout le nord du Chili, débordant sur le Pérou, la Bolivie et l'Argentine. S'il n'est pas le plus grand ou le plus chaud des déserts, l'Atacama est considéré comme le plus sec de la planète. Le désert d'Atacama est un désert unique. C'est un désert hyper aride, un désert où il ne pleut pas. Dans le désert d'Atacama, il n'y a aucune vie végétale et par conséquent aucune vie animale, à la différence du désert du Sahara où il y a des animaux, des scarabées, des souris, des mouches. Dans le désert d'Atacama, il n'y a rien. C'est le désert absolu, c'est le vrai désert. Dans la zone centrale, la plus sèche, il ne pleut jamais. Cette aridité a une conséquence bien visible. Le désert d'Atacama présente la plus faible activité biologique de la planète. Sans pluie, sans humidité dans l'air ni le sol, il est le plus hostile à la vie. La zone centrale du désert d'Atacama est une étendue de roches et de poussière, où rien ne se passe jamais. Asséché à l'extrême, l'Atacama traverse ainsi les âges depuis des millions d'années. Mais sur les marges de ce désert, on trouve des zones plus propices à la vie. L'Atacama est bordé à l'ouest par la côte Pacifique, où se situent quelques grandes agglomérations. À l'est, il s'élève jusqu'au contrefort de la cordillère des Andes, où des communautés indiennes ont profité de la présence d'eau pour fonder des villages. Ce désert est né d'une particularité géographique. Sur la côte Pacifique, le courant de Humboldt qui remonte de l'Antarctique refroidit l'air et empêche la formation de nuages. De l'autre côté, la cordillère des Andes avec des sommets à plus de 6000 mètres bloque les nuages et l'humidité en provenance du bassin amazonien. Mais cette absence totale de pluie est-elle seulement une légende? Ou est-elle avérée scientifiquement? Les habitants de l'Atacama, qui vivent majoritairement dans les grandes villes de la côte, doivent se poser la question. Début 2015, une pluie exceptionnelle s'est abattue sur la région. En seulement 24 heures, il a plu autant qu'en 15 ans habituellement. Dans cette zone aride sans végétation, l'eau se mélange au sable et provoque des coulées de boue mortelles. Et les infrastructures ne sont simplement pas prévues pour la pluie. Quand Luc Ortlieb est arrivé à Antofagasta en 1991, il venait de se produire une pluie similaire sur la ville. Il s'est passionné pour ces phénomènes de pluie rares. Directeur de recherche à l'IRD, il travaille sur l'évolution du climat dans le désert d'Atacama. Sa mission est de reconstruire avec précision les climats passés, notamment pour mieux interpréter les changements climatiques. En bordure de la ville, il a repéré un site qui pourrait lui en apprendre plus sur ces épisodes pluvieux. Donc là, c'est la
la limite d'un certain nombre de couches qui sont des coupes de coulées boueuses. On a un recoupement, la coulée boueuse la plus ancienne de cette séquence, une ici, une là, troisième, une quatrième, cinquième, sixième, septième, 8, 9, 10. On doit avoir une douzaine de couches ici qui doivent correspondre à peu près aux derniers 500 ans. Donc voilà, les seules évidences de pluie, une douzaine de pluies en 500 ans. C'est la côte du désert d'Atacama. Les très rares fois où il pleut sur la côte, les coulées de boue qui se forment viennent s'accumuler sur les plus anciennes. Si ces accumulations donnent une idée de la fréquence des pluies, Luc voudrait aller plus loin. Pour ses travaux, il doit connaître la date précise de chacun de ces épisodes pluvieux. Donc là, j'essaye de trouver des indices qui puissent être datables au carbone 14. Mais comme on l'a dit, dans ce désert hyperaride, les chances de trouver un petit bout de bois, une petite coquille sont extrêmement minces. Et une des grosses difficultés dans l'étude de ces dépôts de coulées de boue dans cette région, c'est qu'on a beaucoup de mal à les dater. L'impossibilité de dater ces pluies a longtemps freiné les recherches de Luc. Il a alors dû se tourner vers d'autres sources d'informations historiques. Aujourd'hui, il se déplace au journal El Mercurio pour explorer les archives, à la recherche d'articles sur des phénomènes météo atypiques. De géologue, Luc a dû se muer en historien et patiemment rechercher toutes les chroniques historiques disponibles depuis l'arrivée des Espagnols sur le continent. L'étude de la presse pour le XXe siècle, des archives historiques, nous donne la confirmation que les événements pluvieux ont toujours été extrêmement rares le long de la côte. Et au-delà de la côte, de toute façon, c'est le désert absolu où il ne pleut absolument pas. L'étude des archives historiques a apporté des précisions sur le climat des 500 dernières années. Mais Luc travaille aussi sur des périodes de temps beaucoup plus anciennes. Et comme l'Atacama ne porte pas d'indices capables de le renseigner, Luc a fini par se tourner vers la mer. Donc là, on a deux coquilles de taille un peu différentes, mais on retrouve... Ça, c'était la première année de croissance, la seconde, la troisième. Ici, la première, la seconde, la troisième, et elle a vécu un petit peu plus longtemps. Celle-là est plus vieille et doit avoir à peu près 4 ans. Dans certains cas, sur certaines coquilles, on a une anomalie de croissance d'été beaucoup plus marquée et qui nous donne les anomalies de température qui se produisent durant le phénomène El Niño. Durant le phénomène El Niño, on a 1 ou 2 degrés de température de plus. El Niño est un phénomène climatique exceptionnel qui peut modifier tout le climat de l'océan Pacifique. Il se produit quand les eaux chaudes, habituellement au large de l'Australie, se déplacent vers les côtes de l'Amérique du Sud sous l'effet des vents et des courants. El Niño peut alors modifier la trajectoire des cyclones, provoquer des sécheresses, faire disparaître le poisson ou encore déplacer les zones de précipitation. C'est ce qui se produit quand il pleut sur la côte de l'Atacama. Si les coquilles actuelles portent les stigmates des accidents climatiques, il doit en être de même pour les coquillages du passé. Luc s'est donc demandé ce que pourraient lui apprendre des coquilles vieilles de plusieurs milliers d'années. Donc là, on a à la fois des coquilles comparables à celles qu'on trouve sur les plages actuelles et des espèces, et cette espèce en particulier, qui actuellement vit dans des eaux nettement plus froides que celles qu'on a à Antofagasta. Lors du dépôt de ces sédiments et de ces coquilles, les eaux étaient plus froides à cet endroit-là. Avec ce procédé, Luc a patiemment pu recréer les climats passés de la côte du désert d'Atacama. Mais cela donne aussi des indices sur l'avenir de ce désert, dans le contexte du réchauffement climatique.
Le phénomène El Niño a tendance à devenir de plus en plus fréquent et les intensités des phénomènes sont plus importantes. Et cet accroissement de la fréquence des phénomènes El Niño pourrait donc être encore accentué dans le cadre du réchauffement global. Donc il y aurait de plus en plus de pluies importantes le long de la côte du désert d'Atacama. Pas à l'intérieur des terres, mais le long de la côte. Les précipitations ne franchiront pas les premiers reliefs de la côte. Au-delà, s'étendra toujours le vaste plateau sur lequel il ne pleut jamais. C'est la zone centrale du désert d'Atacama. Mais l'absence totale de pluie ne permet pas de justifier à elle seule une telle aridité. Pour percer ce mystère, Elisabeth Lichtevou et son équipe ont entrepris de quantifier cette sécheresse en différents endroits du désert. À l'aide d'une cloche d'évaporation, ils veulent mesurer l'humidité de l'air et du sol. Ça s'est stabilisé autour de 21% d'humidité relative. Le soleil est en train de diminuer. Nous n'avons plus la même intensité et il y a plus de vent. En fait, le désert d'Atacama n'est pas un désert si chaud que ça. Ce qui est très important, c'est la sécheresse de l'air, la capacité de l'atmosphère, effectivement, à évaporer l'eau et accepter cette eau. L'air de l'Atacama est tellement sec qu'il assèche le sol sur plusieurs mètres de profondeur, empêchant l'apparition de rosée ou de toute autre forme d'humidité. Mais la coupole d'évaporation va bientôt révéler un phénomène surprenant. Alors là, nous montrons qu'il y a une évaporation. Exactement, depuis la nappe. Le niveau d'eau est peu profond ici, 1 mètre approximativement. Alors nous avons effectivement un peu d'évaporation. Si les premiers mètres de sol sont totalement secs, le dispositif vient de révéler la présence d'eau souterraine juste en dessous. Ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'effectivement, passé ces premiers mètres, qui sont extrêmement secs, extrêmement arides, on a une nappe d'eau souterraine qui constitue un réservoir énorme. Le désert d'Atacama est bien le plus aride de la planète. Mais sous sa surface sèche et dépourvue de vie se cachent d'importantes nappes d'eau souterraines, les aquifères. Alors qu'il ne pleut jamais au droit de ces nappes, d'où peut bien venir toute cette eau qui vient s'accumuler dans le sous-sol? Et en quelle quantité est-elle disponible? Pour répondre à ces questions, Luc accompagne l'équipe de Rodrigo Riquelme en direction de la cordillère des Andes. Les scientifiques veulent notamment savoir si les aquifères se forment avec l'eau qui s'abat chaque hiver sur la cordillère. La source que nous voyons ici est alimentée essentiellement par la neige et les précipitations. Comment sinon? Effectivement, ici, il y a des précipitations. On est sur le début de la cordillère. Nous sommes à quelle altitude ici? Là, nous sommes à 3300 mètres. Et il y a des précipitations? Il y a des précipitations, principalement en hiver, plus ou moins 200 mm par an. Avec l'altitude, l'exception climatique qui entoure le désert d'Atacama ne s'applique plus et des pluies apparaissent à nouveau. Les sommets andins captent les nuages chargés d'eau en provenance du bassin amazonien. C'est ce que l'on appelle ici l'hiver altiplanique. Grâce à ces pluies, l'altiplano andin est plus riche biologiquement que le désert d'Atacama. Car malgré l'altitude, le manque d'oxygène et les nuits glaciales, plantes et animaux peuvent trouver ici un peu d'eau pour survivre et se développer. Est-ce cette eau qui alimente le désert d'Atacama? Avant de répondre, les scientifiques doivent d'abord analyser la source. Et l'eau qui passe ici, où va-t-elle finir? Va-t-elle arriver jusqu'à la mer? Je pense que l'eau va s'infiltrer un peu plus bas. Comme elle se déplace sous terre, nous ne pouvons pas la voir. Mais nous voyons la végétation. La végétation s'étend plus bas. Mais l'eau va dans l'aquifère? Oui, elle va jusqu'à l'aquifère. Elle alimente les aquifères ici. La nuit approchant,
l'équipe doit rapidement monter le camp et se préparer à bivouaquer à plus de 3000 mètres, à une température de moins 20 degrés. Ils ne pourront reprendre les recherches que le lendemain. Il devient urgent de mieux connaître le nombre, la taille et le fonctionnement des aquifères. Car sans ces énormes réserves, c'est toute l'économie d'un pays qui pourrait être plongée dans le noir. Depuis plusieurs années, les eaux souterraines de l'Atacama ont été accaparées par une industrie qui fait la richesse du pays. Une industrie très gourmande en eau, les mines. Bien qu'il soit pauvre en surface, le désert d'Atacama regorge de nombreux minerais. Cuivre, or, argent, lithium. L'activité minière est l'une des premières ressources du Chili, avec 15% de son PIB. Un exemple de ce gigantisme, la mine de Chuquicamata, la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert. Elle fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Chaque camion qui transporte l'équivalent de 8 semi-remorques de minerais met 1h30 pour remonter jusqu'au sommet du puits. Employant à elle seule 11 000 personnes, la mine contient des réserves de cuivre pour encore au moins 60 ans. Seul problème, la mine a besoin de 100 litres d'eau chaque seconde. L'eau est utilisée dans le processus d'extraction du cuivre, mais aussi pour fixer la poussière au sol. Avec l'activité minière, ce désert hostile est aussi devenu le lieu de résidence de centaines de milliers de travailleurs. Les grandes villes côtières comme Arica, Iquique et Antofagasta ont aussi vu leur population multipliée par 5 ces dernières années. Résultat, les villes grignotent un peu plus chaque jour sur le désert et la demande en eau a explosé. Luc Ortlieb et Rodrigo Riquelme continuent de suivre le trajet de l'eau. Quelle est la taille et le nombre des aquifères? Quelles sont réellement les réserves souterraines disponibles? Pour répondre à cette question, les scientifiques vont devoir décoder le langage du paysage et y lire comme dans un livre. La spécialité de Rodrigo est en effet la géomorphologie. En observant la nature des roches, les plis, les couches, leur porosité, il tente de déduire la structure du sous-sol, où l'eau continue sa course et où elle s'accumule. Un aquifère se crée quand une couche imperméable stoppe la course de l'eau. L'eau va alors s'accumuler dans les roches poreuses, comme dans une éponge. Mais au-delà de leur nombre et de leur taille, le programme de Rodrigo tente aussi de savoir si les aquifères communiquent entre eux ou s'ils sont clos. S'il existe des passages entre les aquifères, l'eau de pluie va transiter vers l'aval, comme dans des vases communicants. Mais si des couches imperméables bloquent l'eau, cela signifiera que les eaux les plus profondes ne se régénèrent plus. Pour mieux connaître la structure et détecter la présence de roches imperméables, l'équipe fait de nombreux prélèvements de sol. Et tous les échantillons que vous prenez, à quoi servent-ils? C'est essentiellement pour voir les sels que contient la roche. Ce sont les sels qui permettent de savoir si l'eau a l'espace pour passer ou non, et donc de caractériser ce type de roche comme étant ou non un aquifère. Alors j'imagine que les précipitations, la pluie et la neige qui tombent vont recharger les aquifères les plus au-dessus. Les précipitations vont recharger les aquifères superficiels, mais si on considère la fonte et l'évaporation de la neige, il est difficile de penser que les aquifères plus profonds sont également rechargés avec cette neige. En dessous, ce sont probablement des eaux fossiles. Nous savons peu de choses sur les aquifères, et je pense que les compagnies minières ne vont pas attendre que nous ayons ces connaissances. Elles vont continuer de pomper ces eaux. C'est très aventureux. L'industrie minière utilise l'eau des aquifères sans savoir si cette ressource est renouvelable. Dans la zone centrale, certains endroits commencent pourtant à donner des signes de fatigue. C'est le cas des salars, des étendues composées d'eau stagnante et de sel minéralisé. Luc accompagne l'équipe de Jorge Valdez au salar de Yamara
Il n'était pas revenu ici depuis plus de 20 ans. C'est très bas. Ha bajado bastante. C'est impressionnant comme c'est bas. Moi, je suis venu en 1993 et il y avait 2 à 3 mètres de plus que maintenant. Mais c'est vraiment impressionnant de voir comment le niveau a baissé. Il ne restera plus rien dans quelques années. Non, il est probable que cela disparaisse totalement. Jorge Valdés et son équipe travaillent sur les salars du désert d'Atacama. Leur objectif aujourd'hui est de mesurer l'assèchement du salar de Liamara. Les salars sont caractéristiques du désert d'Atacama. Ils se forment quand une couche d'eau souterraine se retrouve trop près de la surface, et donc de l'air et du soleil. L'eau s'évapore, mais laisse sur le sol les très nombreux minéraux qu'elle contient. Une croûte de sel se forme alors peu à peu en surface. À Liamara, l'évaporation laisse derrière elle des rochers de forme sphérique, constitués d'un mélange de bactéries et de gypse, qu'on appelle stromatolites. Jorge espère en tirer des informations sur l'évolution du salar. Eso la marco. Y gira. Así. Para ver abajo. Ok. Aquí ya se ve la coloración, los distintos tonos. Ici, on voit la coloration verte et ça devient foncé, puis au centre, ça devient blanc. Ici, on voit les différentes strates et en le coupant, on pourra voir si ces strates se répètent. Maintenant, on peut apercevoir des colorations. Oui, c'est vert. Un peu de jaune, du marron. Que penses-tu tirer de ces pierres? Nous pensons que les différentes colorations que nous observons reflètent des changements qu'il y a eu pendant la formation des pierres, comme la température ou le niveau de l'eau. Et quelle période de temps penses-tu que cela représente? Ce n'est pas très sûr, mais nous pensons que ces pierres ont plusieurs décennies, maximum un siècle. L'assèchement d'un salar est un phénomène normal. Mais le salar de Liamara disparaît maintenant très rapidement. Et cela inquiète l'équipe de Jorge. Malgré leur très forte salinité, les salars sont en effet des milieux où l'on trouve de la vie. Quelques espèces se sont adaptées à ce milieu extrême, 10 fois plus salé que l'eau de mer. L'assèchement total de ce salar signifierait donc aussi la fin d'une oasis de vie. Le changement du niveau de l'eau ici te paraît-il naturel? Dans cette zone, et en particulier pour le salar de Liamara, non. Définitivement, ce n'est pas une variation naturelle. Le salar a diminué de manière dramatique ces 5 dernières années, et encore plus ces 2 dernières années, avec une différence d'1 mètre pour le niveau d'eau. Cela signifie qu'il y a une extraction d'eau quelque part. Et nous pensons qu'ici, c'est à cause de l'activité minière. Il y a une entreprise qui extrait directement l'eau du salar. Le grand problème dans notre pays, c'est que l'eau est une propriété privée. De cette manière, des particuliers ou des entreprises sont les propriétaires de l'eau. Ils peuvent alors faire tout ce qu'ils veulent avec. Au Chili, l'eau est un bien privé. Des droits à l'eau ont été attribués à vie sous la dictature ultralibérale du général Pinochet dans les années 80. Et cela sans connaissance réelle de la ressource. Aujourd'hui, on peut seulement constater la baisse de nombreux aquifères. Et ce ne sont pas seulement des écosystèmes fragiles comme le salar de Liamara qui sont menacés. Certaines nappes sont utilisées par les habitants pour leur agriculture, ou tout simplement comme eau potable. Ici, nous avons un énorme réservoir, le plus grand aquifère du Chili. Et sur les mesures qui ont été faites ces dernières années et les mesures que nous faisons depuis 2 ans, on observe une baisse généralisée du niveau d'eau de la nappe souterraine. On a
fait la référence, le niveau 0, et là on descend à une vitesse de 4,5 mètres par minute. On va tarder environ une bonne dizaine de minutes à atteindre le niveau de l'eau. À cet endroit, il faut descendre 53 mètres sous terre pour trouver de l'eau. Tout va bien au niveau de la vitesse, Fernando? 50. 54. C'est en train de monter, là. C'est en quelle unité? On n'a pas l'échelle? L'échelle, non. Ici, c'est la conductivité que l'on voit, et là, la température. La tendance à la baisse généralisée de la nappe montre que la demande est plus forte que la recharge. Donc, on exploite une eau qui est fossile, qui est donc non renouvelable parce qu'elle a mis des milliers d'années effectivement à s'accumuler dans ce réservoir. La pénurie se fait de plus en plus sentir pour les villages du désert qui tirent leur eau des aquifères. Dans le petit village de la Tirana, la tension atteint un paroxysme pendant la fête de la Vierge de Carmen, en juillet. Chaque année, l'approvisionnement en eau pour la fête devient plus compliqué. La fête religieuse rassemble de nombreuses troupes de tout le pays. Elles y dansent en costume traditionnel pendant 2 semaines, toute la journée. Et cela, quelle que soit la température. Manuel Sepulveda n'a pas le temps de faire la fête. C'est lui qui est en charge de la distribution d'eau pendant les festivités. Ici, c'est la partie du village de Tirana où il y a l'eau qui arrive au robinet. Mais il y a aussi des camions. Sur cette carte, on voit la planification et l'organisation de la distribution de l'eau. Les camions viennent de ce secteur avec l'eau pour pouvoir la livrer. Le problème de l'eau à Tirana, c'est qu'elle n'arrive pas à tout le monde. Car sur ce haut plateau, elle appartient à une entreprise et il y a un rayon avec une juridiction pour obtenir l'eau. Il y a 1000 personnes qui vivent toute l'année, mais maintenant, il en arrive plus de 200 000. La fête s'étale sur 3 semaines. La municipalité utilise en continu 20 camions-citernes pour répartir et livrer 5 millions de litres d'eau aux festivaliers, danseurs comme spectateurs, qui luttent contre la chaleur et la poussière. Sans l'eau, il ne pourrait pas y avoir de fête. De ce point de vue, l'eau est encore plus importante que l'énergie électrique ou d'autres choses. Tous les services qui sont mobilisés sont vraiment impressionnants. Je pense que s'il y a beaucoup de touristes qui viennent, ils se rendront compte qu'ici, dans le nord, on manque d'eau et qu'avec les conditions extrêmes du soleil et du froid, de la nuit, ce n'est pas facile. L'eau des camions, comme celle de l'aquifère, est régulièrement testée. Car s'il y a un problème de quantité, il y a aussi des problèmes de qualité. L'eau des aquifères est notamment chargée en arsenic, une pollution naturelle due à la nature volcanique des roches des Andes. Et si l'on observe des taux de cancer et de maladies de peau plus importants qu'ailleurs, cette question de santé publique est encore très mal étudiée. Personnellement, je ne bois ni l'eau de chez moi, ni cette eau-là. Moi, j'achète de l'eau purifiée pour chez moi et je bois de cette eau-là seulement. Il y a des gens qui ne la boivent pas et achètent seulement l'eau en bouteille. Mais il y a des gens qui sont habitués à boire cette eau. Et il y a des gens qui vont mal s'ils en boivent. Aujourd'hui, de plus en plus de villages sont approvisionnés par des camions-citernes. Et l'eau est rationnée pour les populations du désert. Les cultures sont abandonnées par manque d'eau ou à cause de la pollution des mines. Le désert d'Atacama est aujourd'hui tiraillé entre le développement économique de la région et le maintien des populations locales et des modes de vie traditionnels. Sibaya est un petit village des contreforts des Andes. Alimenté par une source, on y trouve du bétail et de nombreuses cultures en terrasse. Mais les poussières que dégagent les mines ont déjà contaminé les cours d'eau et les sols, décimant les troupeaux
et mettant en péril les milliers de petits agriculteurs de la vallée. Pourtant, de nombreux projets miniers continuent de fleurir dans la région. Haroldo Cáceres tente d'unir les différents villages de la communauté Aymara pour peser plus dans cette lutte inégale. Nous vivons dans un endroit désertique. Vous avez vu comment est notre environnement. La seule verdure que l'on trouve, c'est celle que nous produisons, celle que notre peuple produit. Donc, nous protégeons l'eau parce que, pour nous, c'est vital. Si quelqu'un contamine l'eau ou que le débit diminue, c'est pour nous un mal irréparable. Je voudrais que les gens comprennent bien cela. On ne veut pas gagner de l'argent avec l'eau ou faire un profit économique grâce à l'eau. Non. On veut seulement la conserver pour que les futures générations possèdent les mêmes choses que nous. Cette situation, le village de Quillagua l'a déjà vécue. Il y a plus de 15 ans, de grands épisodes de contamination ont bouleversé l'environnement de façon irréversible. Quillagua est situé sur le fleuve Loa, le seul et unique fleuve à traverser le désert d'Atacama. Sillonnant au milieu des plaines arides, tel un fin ruban d'humidité, son cours passe à proximité de nombreux sites miniers, comme l'énorme complexe de Chuquicamata. Margarita Cortés Rodriguez a vu l'eau du Loa se dégrader et son village se transformer. Aujourd'hui, elle est présidente du Rassemblement des habitants de Quillagua. Acá era todo esto solamente plantaciones de alfalfa. Il y a beaucoup de caroubiers. Ici, les caroubiers que nous voyons se sont accommodés et maintiennent un peu de végétation. Mais avant tout cela, c'était de la luzerne. Mais maintenant, où que vous alliez, vous verrez une terre comme celle-ci, une terre sèche. Les agriculteurs de Quillagua ne peuvent plus irriguer leurs champs. Le Loa est trop pollué pour qu'on utilise son eau. L'eau a été contaminée. Les agriculteurs ont continué de cultiver sans savoir que l'eau était contaminée. Les animaux ont commencé à mourir. Ici, il y avait beaucoup d'agneaux, de cochons, de chèvres. Il y avait des vaches aussi et des crevettes aussi grosses que des langoustines. Et tout ça est mort. Et nous espérons qu'un jour, la vie reviendra avec la rivière à Quillagua pour notre alimentation. Car c'était une source d'alimentation. Le maïs, les crevettes et tous les animaux qu'il y avait. Comme à la Tirana, c'est la municipalité qui s'occupe de l'approvisionnement en eau potable. On nous amène l'eau 5 fois par semaine. On nous l'amène et nous en prenons soin comme si c'était un enfant. Nous ne prenons pas de bain car on perdrait trop d'eau. On utilise un bidon de 20 litres pour nous laver. On est dans un désert, donc si effectivement il n'y avait pas eu un intérêt productif qui ont attiré les hommes et donc une exploitation du minerai, la demande en eau serait restée très modérée et la ressource, l'offre, aurait suffi. Et on garderait un équilibre naturel entre l'offre et la demande, qui aujourd'hui est un équilibre qui a été rompu. Les scientifiques se retrouvent au cœur de cette problématique. Si leur rôle est déjà de mieux connaître la ressource disponible, ils tentent désormais d'imaginer des solutions pour éviter que le désert ne s'assèche encore plus. Ils cherchent notamment d'autres sources d'approvisionnement en eau. Et sur la côte, c'est la nature qui a trouvé le moyen de se développer malgré l'absence de pluie et de nappes souterraines. Lorsque l'air humide de l'océan rencontre l'air très sec du désert,
une épaisse couche de nuages se forme et vient buter contre les premiers reliefs de la côte. Il se produit alors une sorte de brume épaisse, localement appelée Camanchaca. Nous sommes à Alto Patache et il fait très froid. Et l'humidité est très forte. On peut la sentir maintenant. Les nuages font que la température va descendre et le vent devenir humide car au même moment, la pression diminue. Et si la pression diminue, c'est ce qui permet aux nuages de monter et générer ce vent si fort que nous pouvons entendre actuellement. Felipe Lobos étudie ce phénomène très localisé. Pour quantifier l'eau apportée par cette nappe de brouillard, il la recueille à l'aide d'un filet. Aujourd'hui, il vient chercher les données collectées pendant les dernières semaines. Nous sommes en train de mesurer la quantité d'eau qui est captée par cet appareil qui s'appelle un attrape-nuage. Le nuage vient de l'océan et les petites gouttes vont être attrapées ici jusqu'à ce qu'elles se rassemblent pour avoir la taille d'une goutte normale qui aura le poids suffisant pour tomber dans la gouttière. Le filet, comme nous pouvons le voir, est humide. Ma main est mouillée. Le tuyau se remplit d'eau et chaque goutte tombe ici jusqu'au pluviomètre qui regarde goutte après goutte la quantité d'eau qui est en train de tomber et que nous pouvons mesurer grâce à cet appareil. Normalement, les nuages ont un comportement distinct durant l'année. Par exemple, en hiver, comme maintenant, en juillet dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup de brouillard. On peut arriver à mesurer pour un jour jusqu'à 30 ou 60 litres par mètre carré. Ça signifie qu'en un jour, cet appareil peut capter jusqu'à 30 litres. En été, la quantité d'eau dans les nuages est bien moindre. Elle est proche de zéro. Même s'il ne s'agit pas d'un apport régulier dans l'année, la vie a su utiliser cette eau qui vient du ciel. La Camanchaca permet la formation de ce que l'on appelle des oasis de brouillard. Sur le site d'Alto Patache, on retrouve une biodiversité exceptionnelle pour le désert d'Atacama. Ici vivent de nombreuses espèces de lichens, des plantes, des insectes. Pourtant, cet écosystème millénaire est en régression, après avoir été exploité par les habitants de la région pour le bois et la pâture. Dans toute cette nature qui lutte pour ne pas disparaître, le cactus Eulychnia iquiquensis fait office de vieux navire amiral. Ceci est un cactus natif de cet endroit. Il s'appelle Iquiquensis et il grandit approximativement d'1 centimètre par an. Ça veut dire que celui-ci a plus de 200 ans, peut-être 300 ans. Ce cactus est très important pour cet écosystème, car il fonctionne comme un piège à eau. Ce cactus, avec ses longues épines, ses gouttières et ses branches qui se rejoignent sur une structure principale, peut capter l'eau, comme le fait aussi la pierre. L'eau coule le long des branches et va directement jusqu'aux racines. Et cela permet d'alimenter d'autres choses que lui. Il alimente ainsi tout un micro-écosystème qui se génère autour du cactus. Ces cactus avaient quasiment disparu. Ils étaient utilisés comme combustible, mais aussi pour construire des habitations ou des ustensiles. Seuls les plus difficiles d'accès sont restés debout. Depuis plusieurs années, Felipe participe à un projet de repeuplement des cactus Eulychnia iquiquensis pour retrouver des oasis de brouillard tels qu'ils étaient auparavant. Mais avec une floraison tous les 15 ans et un seul insecte pollinisateur, les scientifiques n'ont pu obtenir que quelques graines viables pour lancer leur projet. Ce fruit s'est ouvert et les semences sont sorties. Nous les avons plantées dans le laboratoire sous des conditions contrôlées et les plantes ont commencé à pousser. Nous avons attendu 10 ans par prudence pour pouvoir replanter les cactus ici. Comme la plante n'est pas encore adulte et qu'elle ne peut pas capter elle-même le brouillard, nous avons installé cette cage pour la protéger des prédateurs et cette maille pour capter l'eau. Et quand la plante aura sa taille adulte, elle pourra le faire seule. Dans ces endroits, à première vue complètement désertiques, il y a des plantes qui sont uniques sur cette planète. Alors, il est très important de les maintenir, de les protéger et de les conserver. Et de cette manière,
reforester l'écosystème et le reconstituer. Reconstituir el ecosistema, básicamente. Elisabeth Lichtevoux aimerait aller plus loin et utiliser ses filets attrape-nuages pour fournir de l'eau aux hommes. La Camanchaca est une ressource potentielle d'eau. Mais avant de savoir pour quel usage on pourrait l'utiliser, il faut d'abord la connaître mieux. On est en train d'installer un filet attrape-nuages pour étudier la qualité de l'eau de brouillard. L'idée, c'est d'installer des filets attrape-nuages dans des zones où on a des chances de récolter suffisamment d'eau pour avoir des échantillons et effectivement l'analyser en laboratoire. On a choisi l'endroit parce qu'il y a présence de cette végétation qui montre effectivement que c'est une zone où se concentre le brouillard, puisque c'est une plante en fait sans racines et qui se déplace sur les collines et sur les dunes en fonction de la présence ou pas du brouillard. Ce nouveau filet qui étudie la qualité de l'eau est prêt. Il faut maintenant attendre le lendemain pour les premiers résultats et espérer que la brume monte jusqu'au site d'étude. Regarde. Ça fonctionne bien au final. C'est quasiment plein. La zone est bonne finalement. Le rendement est satisfaisant, mais il faut faire des mesures pour savoir quel usage pourra être fait de cette eau. C'est bon. 1466 microsiemens par centimètre. Bien. Mesurons le pH maintenant. Regarde, moins de 5. 4,75. Pareil que vers la côte. Comme à côté de la côte. On avait 3, mais un peu moins ici. En effet, c'est un peu plus acide que la limite. Une eau potable doit avoir un pH entre 6,5 et 8,5 à peu près. Et sur la côte, on a de l'eau de brouillard avec un pH très acide, un pH 3. Ici, la qualité est un peu meilleure. On a un pH proche de 5, ce qui est quand même acide, mais quand même un peu plus acceptable. On peut envisager d'autres usages de l'eau. Ça peut être une eau qui permet de compléter au niveau familial, au niveau d'une petite communauté, compléter l'eau domestique, l'eau de vaisselle, etc. Mais on cherche aussi à voir l'utilisation potentielle pour l'agriculture, d'où l'importance d'étudier la qualité et d'être sûr de la qualité d'eau. Les problèmes de qualité ne concernent pas que les eaux issues des filets. La gestion des eaux usées est un autre problème majeur. Quand elles retournent dans le sol, elles contaminent les nappes et rendent toute l'eau inutilisable. L'équipe d'Elisabeth tente de filtrer ces eaux, avec des plantes. Bonjour Leonardo. Bonjour. Comment ça va? Très bien. C'est l'eau qui a été traitée? Non, toujours pas. Il lui manque encore quelques jours. Ici, l'eau met 7 jours et celle-ci n'en a que 5. Comme tu peux le voir, elle a encore une couleur. Et comment est la qualité de l'eau? Nous avons fait des analyses de la qualité de l'eau. Si tu veux bien me donner le plateau, je pourrais mieux t'expliquer. Nous avons fait des analyses basées sur la spectrophotométrie, c'est-à-dire sur les couleurs. Ici, par exemple, il y a une analyse du phosphate. Ici, c'est l'eau résiduelle sans traitement. Et ici, l'eau traitée. Comme tu le vois, on peut distinguer clairement la différence de couleur. Ici, c'est l'ammoniac. Et tu peux voir aussi la différence. L'eau résiduelle et l'eau traitée. Correct. Très bien, c'est concluant. Cette technologie totalement naturelle semble prometteuse. Les plantes se nourrissent en filtrant la matière organique contenue dans les eaux usées. Mais encore faut-il trouver la bonne plante. Cette technologie est utilisée au niveau mondial. Et trouver la plante optimale n'est pas facile. Surtout parce qu'il est compliqué de les adapter aux conditions arides du désert d'Atacama. Nous essayons de travailler avec des variétés différentes. Nous travaillons avec des espèces autochtones et aussi avec des espèces étrangères.
L'utilisation des pouvoirs des végétaux peut être bénéfique, et pas seulement pour filtrer les eaux usées. En plein milieu de la zone centrale, là où le sol n'est que sel, une forêt a contre toute attente trouvé le moyen de se développer. Un arbre bien particulier fournit à lui seul le gîte et le couvert à d'autres plantes, aux animaux et aux hommes. Sergio Barazza, des parcs nationaux chiliens, veille à la santé de cette fragile forêt au milieu du désert. Il se rend sur une plantation récente où de jeunes arbustes jouent leur futur. Cet arbre a approximativement 6 mois. Pour nous, il s'est presque adapté à son milieu. Nous pouvons voir cet arbre de 40 ou 50 cm et dessous, il y a sa racine qui doit faire quasiment 1 mètre. Pour beaucoup, cet arbre est comparable à un iceberg, car ce qu'on peut en voir réellement n'est qu'un tiers de l'arbre. Quand cet arbre fera 7 mètres, sa racine en fera environ 14 en dessous. Et la racine va continuer à chercher l'humidité jusqu'à rencontrer sa source d'alimentation et de survie. La priorité du tamarugo est de percer la croûte de sel avec ses racines puissantes. S'il n'entre pas au contact de l'humidité de la nappe rapidement, il mourra, faute d'eau. Mais cet arbre possède de nombreuses autres adaptations à la vie dans le désert le plus aride du monde. Les feuilles sont petites. C'est pour diminuer l'exposition et la transpiration de la plante. Les épines lui permettent de se protéger des animaux, par exemple. Cet arbre est bien adapté à ces conditions difficiles. Le tamarugo possède une dernière adaptation étonnante pour lutter contre la sécheresse. Tous les végétaux possèdent des stomates à la surface de leurs feuilles. Alors que les autres plantes se servent de ces ouvertures pour évacuer l'eau, le tamarugo est capable de les utiliser à l'envers, comme porte d'entrée pour capter l'humidité de l'air. Cette forêt a bien failli disparaître au siècle dernier. Le bois était utilisé pour chauffer les machines à vapeur dans les mines de nitrate. Il a fallu replanter de nombreux tamarugos, mais aussi réintroduire les 1000 autres espèces qui peuplent cette forêt. Le tamarugo est la pierre angulaire de tout un écosystème. Les kilos de fruits très énergétiques qu'il libère sur le sol bénéficient aux espèces alentours et aussi aux hommes. Le tamarugo permet d'avoir du fourrage pour les troupeaux, des chèvres, des moutons, des bovins. En plus, avec les fruits, on peut faire de la farine. On peut récolter du miel. Les coques nous servent aussi pour le chauffage et le bois peut servir à la construction. À un moment, il a été difficile de faire participer la communauté à ce projet. Mais maintenant, elle est satisfaite. Il n'y a plus de braconnage et les gens travaillent avec nous et le gouvernement chilien afin de préserver cette forêt et participer à sa gestion. Même au milieu du désert le plus sec du monde, l'homme peut retrouver un certain équilibre avec la nature. Mais où que l'on soit sur la planète, la vie sera toujours liée à la disponibilité de l'eau. S'il n'y avait pas d'aquifère dans ce secteur, avec la nappe phréatique de la pampa de Tamarugal, rien de cela ne serait possible. Ce serait un désert absolu. Par son aridité extrême, le désert d'Atacama exacerbe les conflits et démontre la difficulté de gérer et partager la ressource en eau. À cette vitesse, dans probablement une décennie, ce salar deviendra une croûte de sel. Ce qui est très triste, car il n'y a de l'eau qu'ici. Il y a des écosystèmes, une vie très particulière dans ces zones et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète. Ces écosystèmes reliques, ces petits îlots de vie sont très importants ici, parce qu'ils permettent de combattre un peu la désertification. Il y a une grosse problématique sur la ressource en eau qui limite les usages, qui est essentiellement les petits usagers, les agriculteurs, et qui peut effectivement mettre en péril les populations et le développement à long terme de la région. Mais ces difficultés font aussi du désert d'Atacama le laboratoire des solutions du futur.
Il y a pas mal de travaux qui sont en cours de développement, puisque l'eau est un problème évidemment crucial. Toutes les connaissances qu'on acquiert ici, on va pouvoir en fait les extrapoler à d'autres zones arides dans le monde et en fait faire avancer les connaissances sur les zones arides. Protégée depuis des millions d'années par son aridité extrême, l'Atacama a été dérangée dans son long sommeil par l'appétit croissant des hommes. Cette agitation récente annonce-t-elle la fin de ce désert, ou ne serait-ce à l'échelle des temps géologiques qu'une goutte d'eau ?